SOS Suicide Phoenix, je vous écoute. Bonjour. Ah, mon prénom c'est Nicole. Ah bon? Eh bien écoutez, vous êtes gentil, je veux bien. Et vous, votre prénom c'est quoi? Patrick. Non, je ne vous ai jamais eu. Et vous alors, comment ça va? Pourquoi vous appelez? Pas en forme comme un dimanche, comme dirait l'autre. Oui. Vous adorez les femmes, vous avez bien raison. Vous trouvez qu'elles font souffrir. Et elles vous ont fait souffrir, vraiment. Mais comment par leur agressivité, par leur indifférence, par leur indifférence. Vous pensez que c'est propre aux femmes, l'indifférence? Ah bon? Mais vous vivez complètement seul? Oui. Et vous avez fait ça quand, cette tentative? Ah, il y a 10 minutes. Mais je crois tout à fait. Vous voulez que je vous dise quelques mots pour vous rassurer? Il faut faire des tout petits gestes, vous savez. Des petits gestes. Vous allez dans votre cuisine, vous prenez un verre d'eau, vous faites des petits gestes qui ramènent tout doucement à la vie. Ah, ça vraiment, de l'électricité, je connais absolument rien du tout. Je n'y connais rien en électricité. Je ne sais pas du tout ce qui a pu se passer. Là, je ne sais pas. Ça, vraiment, à ce niveau-là, je connais rien du tout. Bien, merci. Et moi aussi. Il vient d'essayer de se tuer, il parle que de la mort. Et c'est une espèce de... Comment dirais-je? De se sentir si loin, de se sentir quand même un peu impuissant malgré tout. Donc on se dit, il faut qu'il se passe quelque chose dans ce petit temps qui m'est donné. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui fait mal quand même, ça on ne peut pas dire le contraire. Hein. Alors après il me demande pourquoi il s'est loupé dans son bain. Alors comme moi je connais absolument rien d'électricité, j'étais incapable de lui dire, d'abord je n'avais pas à lui dire, parce que si je lui disais comment il réussirait sa mort, et ça j'ai pas à le faire. Voilà. Moi, j'ai toujours l'impression ici que la frontière entre écoutant et appelant est toujours très fluctuante. Sûrement, hein. Oui, vous avez raison. Mais c'est ce que nous vivons tous les jours nous-mêmes. Hein. Nous sommes des écoutants et des appelants dans notre vie. Hein. Et peut-être que nous nous trouvons mieux d'ailleurs dans le rôle de l'appelant que dans le rôle de l'écoutant. Et puis, je crois que nous appelons et que nous ne disons peut-être pas ce que nous aurions à dire, que nous voudrions dire. Je pense quant à moi que le secret, nous le tenons.
Et c'est ça que nous vivons. Hein. Chacun vient. Ici, il y a l'épaisseur du secret, quelque part. Hein. Et je trouve que ça devrait donner à l'association son sel. Est-ce que ici, vous avez l'impression d'empêcher les gens de se suicider ou au contraire de peut-être les accompagner dans leurs décisions? Je suis de plus en plus convaincu qu'on ne les empêche pas, et d'ailleurs je ne crois pas que ce soit la vocation de l'association, mais je suis certain que nous pouvons être des accompagnateurs des personnes qui souhaitent mourir, et des accompagnateurs vivants, des accompagnateurs qui sont remplis de vie, des accompagnateurs qui ont de l'espoir. Hein. Je pense que c'est la vocation de cette association, de respecter la personne comme elle est, dans ce qu'elle dit, dans la décision qu'elle a prise ou qu'elle va prendre, de la respecter. Et de lui donner, par notre attitude, par notre voix, si ça se passe au téléphone, de lui donner pas le sentiment, non, mais la conviction qu'elle reste, quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle décide, éminemment respectable, qu'elle est vraiment une personne. Et qu'elle n'est coupable de rien. Qu'elle n'est surtout pas coupable de quoi que ce soit. Madame, mademoiselle ou monsieur, avant tout, je veux m'excuser, car mon cas est anodin, et je regrette de vous faire perdre votre temps. Pour tout vous dire, j'ai déjà tenté de me suicider, mais ça n'a pas réussi. Pourtant, je voulais tellement. Jamais personne n'a compris pourquoi. Ils n'ont même pas cherché à comprendre. Les rêves sont-ils faits pour être brisés? Et l'idée du suicide est-elle quelque chose de mal? Les autres peuvent-ils aider? La vie est vraiment bizarre. Aujourd'hui, à ce jour où je vous écris, je suis toujours au bord du gouffre, avec ce même vide que quand j'ai fait mes tentatives, avec cette même envie de recommencer. Plus les jours avancent, plus cette envie de mourir revient, à n'importe quel moment, aussi bien de jour que de nuit. Souvent, mes sourires ne sont que des masques. Je suis seul. Cher Jean-Marc, cette lettre sera la dernière que vous recevrez de moi. Je la posterai samedi et le jour suivant, dimanche, je me tuerai. Finalement, la vie que je mène aura eu raison de moi. Vous êtes en train de lire la lettre d'une morte. Je crois que c'est l'esprit de ce lieu, c'est la question. Il y a une question. Dehors, il y a des tas de réponses. Dans la vie, on a des tas de réponses. Hein. C'est le règne de la communication, c'est le règne de la réponse. Ici, les gens viennent former une question. C'est aussi vrai pour les bénévoles que pour ceux qui appellent. Et du coup, ça crée un climat de... C'est très, très étrange. C'est un climat de recherche, un climat de présence, vraiment de présence. Les gens sont là et il va arriver quelque chose. Et il arrive quelque chose. Toujours. Bonjour. Asseyez-vous. Je suis Nadine Gabin, je fais partie de l'équipe de recrutement. Donc on va avoir un entretien ensemble, à l'issue de quoi eh bien, on examinera votre candidature et vous prendrez le temps de réfléchir sur le maintien de cette candidature. Alors, qu'est-ce qui vous amène ? Peut-être au premier niveau, que j'ai lu une petite annonce, tout simplement, dans Télérama.
Bon, elle n'est peut-être pas tombée par hasard, mais je l'ai lu et c'était une demande de bénévoles pour avoir des écoutants ici. Et je me suis dit, mais pourquoi pas? Mais enfin, ça, c'est une première réaction. Simplement, je commence une retraite. Et donc, je pense que toute ma vie, la parole de l'autre a beaucoup compté pour moi. Et mon métier aussi. Et de ce fait, à l'approche de ma propre vieillesse, pourquoi pas, c'est vrai que les questions de vie et de mort sont peut-être au centre de mes préoccupations, ou tout au moins ont pris une importance. Alors c'est peut-être un lieu où j'ai encore quelque chose à entendre. Vous trouvez que la vie vaut la peine d'être vécue? Moi oui, je pense. Mais je comprends qu'on puisse en perdre le goût de la vie. Je peux comprendre qu'on perd tout à fait ses repères par rapport à la vie. Tous ses repères. Bon, j'ai jamais eu de désir de suicide, moi. Alors justement, j'allais vous poser la question. Vous êtes déjà senti, vous parliez tout à l'heure avec beaucoup d'émotion, d'être sans repère. Vous êtes déjà senti complètement sans repère, désemparé? Oui, plusieurs fois, mais surtout une, justement, c'est peut-être là que ça rejoint un petit peu ma démarche, ou tout au moins inconsciemment. C'est que j'ai perdu un neveu qui s'est suicidé. Mais il était jeune. Et ce qui a été terriblement douloureux pour moi, c'est que il était venu. Je le connaissais mal. C'était pas un de mes neveux les plus proches. Et il m'avait téléphoné en me disant « Je voudrais te voir ». Bon. Il a parlé pendant des heures. Je n'ai rien vu venir. J'ai été à l'écoute de sa parole. Il paraissait troublé de beaucoup de choses, mais... Et j'ai appris qu'il s'était suicidé le lendemain. Et je n'ai jamais, la veille au soir, mesuré ça. Je ne l'ai pas mesuré. Et je me suis demandé ce qu'il était venu me dire, de ce que j'avais entendu. 3, si j'étais passée à côté de quelque chose. Et j'ai pas réussi à... Et c'est peut-être pour ça que j'ai pas réussi à me culpabiliser autour de ça. J'aurais pu. Parce que sa mère a su que je l'avais vu la veille. Ça a été le plus dur pour moi. C'est l'échange avec ma sœur. Alors là, j'étais pas bien. Par rapport à... Parce qu'elle vivait mal... elle pensait que j'aurais pu faire quelque chose en termes de faire, et que j'étais passée à côté du faire. Et moi, j'avais essayé d'être, la veille, très dans l'écoute. C'est peut-être parce que j'avais été particulièrement à l'écoute que j'ai pu m'en sortir. La question qui me reste, c'est... Est-ce que ce soir-là, il avait, en admettant qu'il ait déjà eu ce désir, en admettant, et qu'il soit venu là avec un appel que je n'aurais pas entendu, en admettant. En fait, je vais vous dire, je ne le crois pas. Mais bon, ma question, elle est, pourquoi est-il venu là? Voilà, ma question, c'est ça. Pourquoi est-il venu là? C'est ça. Il me reste cette question. Pourquoi est-il venu là? Je reste avec ce mystère profond de sa liberté.
SOS Suicide, j'écoute. Allô? Bonsoir. Oui? Je vous écoute. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Vous avez une difficulté passagère là? Quelque chose? Oui? Elle n'a pas parlé. Il y a une très gros soupir. Elle n'a pas parlé. Ça gêne, hein? Là, c'est l'attente, hein. Et tu as une opinion sur le suicide? Moi, ce que je crois, c'est qu'on est tous, à un moment donné, dans des situations de détresse. Et la difficulté, c'est de passer la minute qui passe, quoi, la minute qui se présente. Allô, SOS Suicide, j'écoute. Bonsoir. Oui. Qu'est-ce qui vous arrive? Oui, je vois bien que ça va pas. Qu'est-ce qui se passe là ce soir? Et là, la nuit vous effraie? Et vous êtes sûr que c'est une décision définitive que vous prenez là? Comment vous savez qu'il n'y a plus rien à faire? Et si vous essayez de leur dire carrément que vous êtes en grosse difficulté, que vous avez vraiment besoin d'un coup de main, ils répondront. Ils n'ont peut-être pas compris. Ben, ça, vous ne savez pas. Et si vous veniez à l'accueil, là, SOS Suicide? Oh, ben c'est rue de Gergovie, c'est pas... C'est à Paris, oui. Parce que là, vous pourriez rencontrer quand même des gens, c'est déjà autre chose. Oui, mais oui, c'est pour ce soir, pour vous. Vous avez de la famille? Non, parce que la solution, là, c'est de trouver un moyen pour dormir, pour s'assoupir tranquille, et puis demain matin, ça ira mieux, hein. Oui, je m'en doute. Oui. Oui, bon. Oui. Vous vous rappelez si ça va pas, hein? Ok. Oui, jusqu'à 24 heures sans problème, hein? Allez, au revoir.
Pour faire ce que tu fais, il faut aimer la vie. Il faut avoir envie de vivre, oui. Je sais pas ce que ça veut dire aimer la vie. Il faut chercher continuellement le sens de la vie. Quel est le sens de la vie? C'est une quête. Donc, quelque part, je cherche. Mais je dis pas j'aime la vie, je sais pas ce que ça veut dire aimer la vie. Aimer la vie, pour moi, à ce moment-là, c'est vivre. Bon, mais je vis. Je crois que dans la vie de chacun, à un moment donné, il se passe des choses. Et moi particulièrement, bon, à une époque, on m'a tendu la main. Alors c'est peut-être une façon de tendre la main, bon, même si ce sont des anonymes qui traversent de mauvais moments ou de mauvais instants. C'est une façon, bon, pour le moment, c'est la seule façon que j'ai trouvée de renvoyer l'ascenseur quelque part. On peut dire ça aussi. Parce qu'à une époque, bon, avoir quelqu'un avec qui parler, avec qui échanger certaines difficultés, ça m'a permis aussi de faire un certain chemin et quelque part de m'en sortir un peu. Je crois qu'à un moment donné, ça se résume plus une vie parce que elle est globalisée dans quelque chose qui devient une richesse. Donc elle est là et ça devient une force, mais c'est plus quelque chose qu'on dissèque, qu'on raconte bribe par bribe. Si tu veux, c'est plus quelque chose qui est étalé sur une table, c'est quelque chose que tu portes dans un baluchon fermé. Dans le sens, je n'ai plus besoin vraiment de farfouiller dedans pour comprendre ou pour terminer des histoires. C'est fini. Mais c'est là parce que c'est ce qui fait la richesse de l'homme. Et ça devient ce qu'il y a à transmettre. Bon, alors on va y aller. J'ai eu une candidature parmi les candidatures qui m'a paru extrêmement intéressante et vivante. Et ça, faut pas. Et un étudiant de 21 ans qui m'a fait une excellente impression au téléphone. Vraiment une très 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 bonne impression. Ça vous ennuierait de lui téléphoner? Non, je vais le faire. Vous me laissez ses coordonnées? Il s'appelle? Il s'appelle Michel-Ange. Non. Michel-Ange. Ce que je voulais vous dire également, c'est que j'ai été relancé par Monsieur Beau de Vannes, dans le Morbihan, toujours aussi dynamique et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est un peu inquiétant. Sa volubilité, Alors, il souhaite que nous lui envoyions, il m'a demandé 3 choses. En fait, je n'en ai retenu que 2 parce que la deuxième se confondait avec la première. Il souhaite que nous lui envoyions des phrases, des mots, comment dirais-je, des apports émotionnels, hein.
faut pas rire, des apports émotionnels qu'il pourrait introduire dans la pièce de théâtre qu'il va écrire. Personnellement, moi, je ne le ferai pas. Vous ne le feriez pas? Moi, je suis vraiment du côté des bénévoles. C'est-à-dire que j'ai très peu affaire aux gens qui appellent et j'ai exclusivement affaire aux bénévoles. Et je suis pour ma part convaincue que la prévention commence auprès des bénévoles. Et c'est ce qui rend mon travail absolument passionnant. Parce qu'une candidature posée ici n'est jamais éloignée d'une problématique suicidaire, quelle qu'elle soit. Hein. Et quelquefois même les bénévoles qui viennent ici ne le savent pas, ils le découvrent au gré de la formation et des supervisions. Tu veux dire que chaque personne qui a fait le choix de passer cette porte a eu une relation avec le suicide, y compris toi et moi? Il me semble, oui. Alors pas une relation dans l'expérience, c'est-à-dire je ne pense pas du tout que les gens aient tous fait une tentative de suicide ou aient très sérieusement envisagé de le faire, mais je crois qu'ils sont tous posés un jour, oui, la question du sens de leur vie. Est-ce que tu peux parler de ton propre chemin à l'intérieur de l'association depuis que tu as passé la porte la première fois? Moi, je me plais souvent à raconter... Enfin, il y a la raison officielle pour laquelle j'ai arrêté de faire de l'écoute. Donc, je suis arrivée ici, j'étais étudiante, je faisais principalement de l'écoute, des écoutes qui me bouleversaient, qui me satisfaisaient, qui me mettaient mal à l'aise. Bon. Ça se continuait comme ça, bon an, mal an, et puis j'ai arrêté de faire de l'écoute. Alors, la raison officielle pour laquelle j'ai arrêté de faire de l'écoute, c'est que je suis devenue formatrice. Et que, étant devenue psychanalyste, ma place n'était plus tout à fait juste à l'écoute. Et en effet, c'est vrai, je m'en rendais bien compte par le fait qu'on me demandait beaucoup plus souvent qu'avant « vous n'auriez pas fait psycho par hasard etc. » Mais en fait, la raison intime, c'est que moi, j'ai ici rencontré un appel qui m'était destiné. Un appel anonyme qui s'est trouvé être mon appel. Et la boucle était bouclée. C'était un homme d'environ 45-50 ans qui a commencé son appel d'une manière assez agressive. J'avais à l'époque une voix assez jeune et il m'a demandé s'il n'y avait pas dans l'association quelqu'un d'un peu plus confirmé pour lui répondre parce que j'avais l'air quand même un peu sortie du nid. Alors je me suis excusée en lui disant que j'étais la seule disponible pour le moment et donc s'il voulait parler, il faudrait qu'il s'adresse à moi. Et en fait, il a commencé une tirade sur les jeunes, sur l'impossibilité que les jeunes écoutent quoi que ce soit de ce qu'avaient à leur dire leurs parents. Et finalement, il s'est adressé à moi comme à son enfant. Et au terme de la conversation, alors nous avons échangé un certain nombre de choses, et au terme de la conversation, je lui ai suggéré que tout ce qu'il m'avait dit pourrait peut-être le dire à son fils, puisqu'il s'était révélé au cours de l'entretien qu'il s'agissait de son fils. Et le fait que cette parole-là était possible avec moi l'a mis en sécurité. Il s'est dit, tiens, peut-être je peux en effet parler à mon enfant. Et moi, du même coup, j'ai eu affaire à la parole de mon père, je crois, tout simplement. Je crois que les mots sur les questions précises dont cet homme sur lesquelles cet homme avait à parler, ces questions précises que moi, sur lesquelles je n'avais pas pu m'entretenir avec mon père, et moi j'ai eu cet entretien avec lui. Et c'était vraiment extrêmement émouvant, c'est très bouleversant. Après, c'est pour ça que je pouvais plus rien entendre, je crois. J'avais vraiment entendu ce pourquoi j'étais venue ici. J'avais 27 ans quand je me suis suicidée, sauvée par hasard par ma petite fille de 6 ans. J'ai renouvelé ce geste à 41 ans, d'épuisement et de chagrin, abandonnée par mon mari. Maintenant, âgée de 52 ans et seule depuis 8 ans, je mets beaucoup d'espoir dans cette solution que je prépare posément, par la mise en ordre des papiers pour mes enfants et des procurations. Je vis le présent toute seule, bien cousue dans mon sac de peau flétrie, avec, pour tout équilibre intérieur, mon cœur d'un côté et mon petit tas de merde de l'autre. J'ai perdu toute espérance de lumière et de chaleur. Par respect pour moi-même et pour les autres, je garde un aspect soigné, gai et dynamique. Mais quel trou béant derrière cette façade. Je ne sais pas très bien pourquoi je vous écris cela,
Peut-être parce qu'il fait gris, un grand vent froid, et que je reprends la route dans 1 heure, vers 16 heures. Je ne vous demande rien. C'est seulement saisir une occasion offerte de m'exprimer. Ce que je fais pour la première fois. Meilleure salutation. Et vous recevez beaucoup de courriers ? Oui, je reçois du courrier, mais je me demande toujours ce qu'il y a derrière le courrier. Quand par exemple la direction générale du personnel de la Banque de France, c'est pas confidentiel, je peux raconter ça, vous écrit et vous demande de l'aider à faire paraître un article dans leur journal à propos du suicide. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a aussi ces lettres qui sont nombreuses, c'est des lettres là, de ces jours-ci, de personnes qui font un travail, un mémoire, j'allais dire un devoir. Pourquoi ont-elles choisi le suicide, hein? Dans une certaine mesure, ça m'inquiéterait presque. Je penserais qu'il vaudrait mieux que ces personnes disent la raison pour laquelle elles viennent. Alors je leur réponds personnellement à chacune d'entre elles, de même que j'envoie des dossiers pour ceux qui ont des mémoires à faire, etc. Et je pense aussi que, à travers ce courrier, se fait une certaine prévention du suicide. Je ne pense pas que ce soit simplement un rôle administratif. Je pense que c'est aussi une manière de dire quelque chose qui peut être interprétée ou qui peut être ressentie comme une prévention du suicide. À tous, hommes ou femmes de tous les pays, je m'insupporte. Je pense me suicider. J'appelle à l'aide. Espérance, 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 je n'y crois plus. Que faire? Que faire quand on est aussi fragile, seul, tout seul au fond de son cœur, au fond de tout? Que faire? Je coupe. Je me coupe. J'ai peur. Refus de la vie, horreur de tout ce qui impudiquement vit. La situation est irrespirable. Pour combien de temps? La vie, une relation, un beau jeune homme, la vie, quelque chose que je ne peux pas avaler. Je souffre. Que me conseillez-vous? Moi, je dis que, avant de savoir si quelqu'un a le droit de mourir, il faut s'assurer qu'il a vraiment le goût de la mort. Et en fait, les gens qui appellent ici veulent mourir non pas parce que c'est la mort qui les intéresse, mais parce qu'ils veulent arrêter de souffrir. Et dès l'instant où, alors là, politiquement, on commencera à penser le suicide, non pas en lien avec la mort, mais en lien avec la souffrance, peut-être il y a un certain nombre de choses qui changeront. Donc il faudrait changer la vie, en fait. Il faudrait changer il faudrait changer les mythes, les préjugés. Et ça c'est facile. Changer la vie, c'est un peu compliqué. Enfin, dit comme ça, c'est un peu compliqué. Mais exiger, comme nous exigeons ici des bénévoles, que chacun réfléchisse 30 secondes à la façon dont il parle de l'autre, ouais, ça changerait la vie, très certainement. J'ai l'impression qu'ici, on a affaire à une démarche beaucoup plus éthique que caritative. Oui, je crois que c'est vraiment pas une démarche caritative. D'abord parce qu'il est très difficile d'être charitable avec quelqu'un qui vient témoigner auprès de vous de son désir de mourir. Je crois que ça serait quelque chose de profondément pervers.
En fait, nous encourageons beaucoup les bénévoles à considérer l'autre comme toujours vivant, même s'il parle de son désir de mourir, d'une part, et comme vraiment légal. C'est-à-dire qu'il n'est pas question d'avoir pitié de l'autre. Donc ça suppose que le bénévole puisse être aidé à réfléchir sur la raison pour laquelle il est ici, sur ce qu'il veut y faire, et sur ce qu'il va être, qui il va être, en face de celui qu'il vient rencontrer. Ici, c'est un lieu de magie, c'est un lieu de rendez-vous. C'est-à-dire que voilà des gens qui viennent se poster à un endroit où ils ne savent absolument pas qui va venir les rencontrer. Alors ils passent du monde, et puis il y a des rencontres qui se font et des rencontres qui ne se font pas, et ça ne peut pas aller avec une démarche caritative. Et en fait, ce qu'on apprend principalement aux bénévoles, c'est que comment est-ce qu'on peut aider l'autre par la parole? Sûrement pas par le réconfort, sûrement pas par la consolation, mais en essayant de mettre l'autre dans une position de doute. C'est-à-dire que là où il est tellement sûr de lui, tellement sûr des catastrophes de son existence, des raisons qu'il peut avoir de mourir, de ce que la vie n'a aucune valeur, il faut introduire juste un petit doute. Et c'est quelquefois tout à fait suffisant. Quand quelqu'un appelle et énonce des vérités générales, on peut dire qu'on a gagné du temps sur son désir de mourir quand il repart avec une question. Donc en ça, on est très révolutionnaire, parce on pense souvent qu'il faut apporter des réponses. Nous, on apporte des questions. Et ces questions ont le pouvoir d'introduire une faille. Tu sais, il y a un jeu qui s'appelle le jeu du taquin, qui est un cadre avec des pions qu'on bouge. Il s'agit de reconstituer un alphabet, et il y a un pion qui manque. Pour les suicidaires, on pourrait dire que le jeu du taquin, il y a tous les pions, donc ça ne bouge plus. Et en fait, ce que fait le bénévole, c'est qu'il fait sauter un pion. Il vient occuper la place vide, et de nouveau, les choses peuvent bouger. Alors de nouveau, les choses bougent, mais elles sont dans le désordre. Mais de nouveau, elles bougent. C'est pour ça que je disais que le désordre est important. Parce qu'il est le signe que les choses se remettent à bouger. SOS Suicide Phoenix, bonjour. Bonjour. Ça va pas trop mal. Et vous pensez que c'est lié à quoi? C'est pas bizarre. C'est bon signe. C'est que le traitement marche bien. Faut en profiter. Au revoir. C'est François. SOS Suicide Phoenix, bonsoir. Et c'est la première fois que vous prenez des médicaments comme ça? Et dans votre entourage? Les gens que vous côtoyez autour de vous. Il n'y a pas de moyen? Accrochez. Ça, j'aime pas par contre. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il ne voulait pas parler de son entourage.
C'est sur ce mot entourage qu'il a raccroché? Oui, quand je l'ai répété. Est-ce que tu peux raconter l'histoire du suicide du jeune qui t'a touché récemment? Mon beau-frère, c'est-à-dire le frère de mon ami avec qui je vis, qui a eu on ne sait pas en fait. On déduit, ça rassure toute la famille de penser ça. Mais enfin, on pense vraiment que c'est lié à une déception sentimentale. Parce qu'en fait, il nous a pas laissé d'écrit, mais dans le contexte de l'époque, on pense que c'est ce qui a été le phénomène déclencheur. Ah. SOS Suicide Phoenix? Oui. Non. Je ne peux pas vous dire, non, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est, peut-être la dépression, la déprime, tous ces moments de solitude. Et je pense que quand on ne l'a pas vécu, on a du mal à le comprendre. Quelle est la raison de ta présence ici? Je crois que je fais quelque chose que peut-être mon conjoint aurait aimé faire, mais dont la personnalité ne correspond pas. Et quelque part, je le fais un peu pour lui, parce que moi, j'ai le caractère qui permet de le faire. Je crois que quand on perd un frère, c'est quelque chose de difficile. Je pense que ce que je fais, ça amène un petit peu... Comment dire? Un petit peu de douceur. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Un petit peu d'oxygène. SOS Suicide Phoenix, bonjour. Allô? Bonjour. Oui. Pourquoi vous voulez savoir? Non, j'ai pas envie. Ah bah alors, je suis bizarre. Je suis bizarre parce que je suis là un samedi après-midi, parce que je refuse de l'argent. Vous n'avez rien à perdre. Mais quand vous parlez de viol, vous prévenez pas vos victimes. Et suite au viol, elle n'a pas pu vous identifier. À part ça, bah, que je suis prête à discuter avec vous. Bah alors pourquoi vous téléphonez si vous n'aimez pas discuter? Vous vous faites du mal. Appel provocateur. Oui. Bonsoir Catherine. Salut. Toi qui viens faire le relais? Ouais. Ça va? Ben, on a eu une après-midi bien chargée. Là, très gentil, ça n'a pas duré longtemps, juste a priori pour voir qui répondait au téléphone. Là, quand il m'a rappelé, hyper provocateur, du style, de toute façon, je vais venir, je vais tous vous égorger, je vais violer les filles de Phoenix, enfin bon. Quelle horreur. Mais bon, je lui ai dit que j'étais pas du tout impressionnée par ses discours et que, effectivement, s'il voulait passer, c'était pas un problème. Comment ça? Bah écoute, tant que faire. On se voit peu, mais finalement, je trouve qu'on est assez proches les uns des autres. Parce que je crois qu'on sait tous, sans avoir besoin de le dire, que si on est ici, c'est qu'il y a quelque chose... ouais, de l'ordre du secret, de l'ordre de...
de l'ordre de quelque chose qui fait mal, enfin de l'ordre de quelque chose qui est essentiel. Moi, ça me renvoie au propre sens de mon existence, forcément. Enfin, forcément, ouais, c'est... Il y a des gens qui veulent en finir, mais moi, pourquoi je continue, après tout? SOS Suicide, bonsoir. Bonsoir. Non. Non. Et vous, pourquoi vous appelez? Justement ici. C'est terrible quand on croit en quelque chose, quand on a vraiment de l'espoir et que ça se casse la figure. C'est vrai que c'est très dur. Mais vous êtes quelqu'un de bien? Et quand vous entendez les mouettes? Mais vous connaissez pas ce truc-là, l'amour rend bête, l'amour rend aveugle. Ouais. Ok. À bientôt. Au revoir. Moi, je ressors d'ici avec la pêche. Enfin, c'est parce qu'il y a eu un cheminement, parce qu'il y a, bon, il y a en général toujours quelque chose d'assez profond, d'important qui s'installe, qui se dit, et quand, au fur et à mesure de l'écoute, on sent que la personne, ça va un peu mieux. Je sais pas pour combien de temps. Mais en tout cas, au moment du dialogue, de l'écoute, on sent que d'un seul coup, il y a quelque chose un horizon qui s'est ouvert. Je trouve ça, magnifique, magique quelque part. Et je vais mieux en même temps qu'eux, quoi, je crois. Parce que moi aussi, en fait, j'ai fait une tentative de suicide. Et que j'ai pas envie de dire forcément, mais le jour, le matin où j'ai entendu à la radio SOS Suicide, je crois que ça n'a fait aucun doute que c'est ici que j'allais venir et que c'était ici que j'avais envie de m'investir. C'est pour ça que je disais ça. Les appels font forcément écho. Parce que je crois que je sais bien ce que... c'est pas de l'ordre du savoir, mais je sais qu'il y a des situations dans lesquelles on se trouve, puis d'un seul coup, la seule solution, c'est la mort, quoi. Ça apparaît vraiment comme la seule solution. Le fait de dire j'ai envie de mourir, je vais me suicider, j'ai envie de mourir. Pour la personne qui appelle, le fait de dire, c'est déjà l'éloigner de soi.
Et je crois qu'en voyant le suicide avec du recul, on en fait autre chose. On essaie d'en faire autre chose. Oui.